Abdallah Ouedassan, je suis étudiant en master ici à Paris 8. Donc j'ai une question à poser à toi. D'abord, je te félicite pour la réussite de ton rêve d'abord. Je pense qu'on aura d'autres surprises dans les années à venir. Ma question c'est sur l'altérité de l'amour d'enfants d'hier et l'amour d'aujourd'hui. Tu as parlé de nos aïeuls, de nos parents. Eux ne vivaient pas d'amour, ils n'avaient pas d'amour avant leur mariage. Donc c'était un arrangement familial où l'homme comorien et la femme comorienne, à travers l'arrangement des deux familles, concluaient leur amour. Donc il y avait une totale absence, il n'y avait même pas d'amour avant leur mariage. Et j'ai fait un constat pour dire que ces mariages se terminaient bien, ils arrivaient à finir leur vie en commun. Donc j'aimerais savoir l'altérité entre cette absence d'amour d'hier, où nos parents, nos aïeuls arrivaient à finir leur vie ensemble, et le mariage des jeunes d'aujourd'hui, où au préalable il y a d'amour avant d'entériner une vie conjugale là et qui, 6 mois après ou 2 ans après, il y a une dissolution du mariage. Donc j'aimerais avoir ton point de vue sur cette différence. Pourquoi hier il n'y avait pas d'amour avant d'unir leur vie commune, où 80% de ces hommes et de ces femmes-là finissaient leur vie ensemble, et qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, 2 mois après ou 6 mois après, il n'y a plus de mariage, alors qu'au préalable, il y avait amour entre les deux personnes. Voilà. Alors, merci de m'avoir félicité. Par rapport à cela, par rapport à l'altérité de l'amour du point de vue de nos parents et puis du point de vue des jeunes d'aujourd'hui, alors je pense qu'à l'époque, les femmes d'avant vivaient quand même l'amour parfois, ça arrivait. Bon, après, il y en avait qui vivaient en cachette, ou alors en toute discrétion, ça restait platonique, ça restait assez caché, ça restait un secret. Et ensuite, je pense que le fait que ces mariages arrangés aient fonctionné jusqu'à parfois la mort des 2 membres du couple, je pense que, comme une amie me l'a dit il n'y a pas très longtemps, le fait que les 2 familles s'arrangent, le fait que les 2 familles discutent ensemble, fait que le mariage n'est pas l'union seulement de 2 personnes, mais c'est l'union de 2 familles, parfois de 2 villes, de 2 cités, donc vraiment de 2 entités, si vous voulez, qui arrivent en unissant ces 2 personnes-là, à créer une sorte de nid protecteur, comme m'a dit cette amie-là avec qui j'ai discuté, donc à créer une sorte de nid pour protéger le couple. Et donc, il se trouve que aujourd'hui, les jeunes se rencontrent, indépendamment des familles, tout simplement. Aujourd'hui, on vit en France, on vit aux Comores, on vit parfois au Canada, aux États-Unis. Bref, les Comoriens sont un petit peu partout dans le monde. C'est dû à l'arrivée de la colonisation, c'est dû à la mondialisation. Et donc, le fait de se connaître indépendamment de la famille, indépendamment de tout ce cadre social qui favorise la rencontre entre ces 2 personnes, le fait de se connaître indépendamment de tout ça, ça fait bien sûr qu'on crée des liens très forts, qu'on emprunte parfois à la réalité occidentale. Mais le problème qui arrive ensuite, c'est une fois qu'on est retourné à notre propre réalité. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'après s'être unis selon ce que l'on pense, après avoir eu notre éducation très occidentalisée de l'amour tel qu'on le perçoit en tant que jeune, le fait de retourner ensuite dans notre réalité et de se rendre compte qu'après, il faut faire un mariage, il faut faire un grand mariage. Oui, mais le mariage, ça implique la maman, le papa, la belle-famille, le beau-frère, etc. Lui, il est peut-être pas d'accord parce que les familles ne se sont pas entendues au départ. Enfin, voilà. Du coup, ça crée c'est un choc des cultures, tout simplement. C'est un choc de la culture, de mon point de vue, c'est un choc de la culture comorienne telle qu'elle était avant qu'il y ait une arrivée d'autres cultures qui viennent s'infiltrer dedans sans pour autant fusionner, mais c'est un choc de la culture comorienne hybride, on va dire, et de la culture comorienne pure. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tomber amoureux et et qu'on doit tous se bloquer et puis attendre qu'on nous propose quelqu'un. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut sacrifier une conception de l'amour par rapport à l'autre. C'est tout simplement un effet de culture, je pense, un effet de civilisation. Et malheureusement, jusqu'à ce qu'on arrive à faire une symbiose
ou est-ce qu'on arrive à retourner à notre réalité et à se rendre compte que dans notre réalité aussi, la liberté existe, l'amour existe, puisque même quand on ne l'a pas connu avant de se marier, on a quand même quelque chose à construire, hein. On le construit, on finit par avoir de l'affection mutuelle, on finit par s'aimer énormément, par avoir une complicité. On voit parfois une certaine complicité dans les couples de vieilles personnes, de personnes âgées, qui nous étonnent parfois. On a souvent un homme qui peut avoir plusieurs femmes et qui pourtant s'entend très bien avec plusieurs d'entre elles ou avec l'une d'entre elles, qui lui donne des conseils par rapport aux autres femmes. Enfin, ce sont vraiment deux conceptions différentes. Et tant qu'on ne sera pas encore arrivé à faire cette symbiose, je ne sais absolument pas comment elle va se faire, hein, mais tant qu'il n'y aura pas cette symbiose-là, je pense que malheureusement, il y aura quand même des couples qui seront sacrifiés des deux côtés de cette altérité, comme tu dis. J'espère avoir répondu à ta question. Ok. Alors, Jamal, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter brièvement et poser ta question? Merci. Je vais poser une question sur les conditions de possibilité, en fait. Alors, Jamal, il est éditeur et il est sociologue aussi. Voilà. Je vais poser une question sur les conditions de projet créateur. Nous avons dit à écrire votre livre, suspendu. Sauf qu'il y a l'étonnement et le changement peut-être littéraire qui est venu juste à l'instant, en voyant le titre suspendu, et aussi le remarque que j'ai fait, parce que j'ai publié une jeune femme aussi d'origine coréenne comme vous, qui a publié un livre de même style que vous, poétique, une boussole sans aiguille. Je crois dans ce titre, il y a une similitude. C'est sur les héros. Est-ce que vous, comme elle, vous avez introduit dans les littératures l'idée que les personnages principaux, vos héros ou vos héroïnes, ce ne sont pas des héroïnes ou des héros en tant que tels, mais ce sont des gens comme tout le monde qui vivent l'ordinaire dans la littérature. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être aux femmes particulières d'origine africaine, moyenne, francophone, générale, qui font que toutes les littératures, toutes les œuvres créatrices de femmes sont surtout des œuvres qui mettent en la lumière que les héros sont aussi des gens comme tout le monde qui vivent des temps ordinaires, des temps de souffrance, de blessures, de misère. Alors dans mon œuvre, il y a bien sûr des femmes et des hommes comme tout le monde, hein. Je n'ai pas parlé pour l'instant de rois ou voilà, parce que je n'ai pas encore la documentation pour. Mais personnellement, alors pourquoi toutes les femmes, la plupart des femmes quand elles écrivent, si j'ai bien compris votre question, pourquoi ça concerne souvent des gens comme tout le monde, des citoyens un peu comme tout le monde? Alors je pense que c'est lié à ce n'est pas un avantage ou un inconvénient qu'on a, mais c'est plus un regard en fait. Je pense on a un regard qui fait qu'on voit souvent les personnes un peu comme tout le monde, hein, du fait de notre éducation, du fait d'être resté à la maison peut-être, ou du fait de notre sensibilité. C'est-à-dire, je pense que la femme est beaucoup plus sensible à ce que ressentent les gens, dans le sens où même quand elle écrit par exemple sur une reine ou sur une personnalité influente, comme il y a une femme qui s'appelle Geneviève, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a écrit sur Aïcha, la femme du prophète Mohammed, qui a écrit Mohammed, le prophète de l'islam, et qui a écrit sur cette femme-là, et qui s'est concentrée sur l'essence de la personnalité de cette femme, qu'elle n'a jamais rencontrée d'ailleurs, qui a fait des recherches dessus, et qui a fait des recherches assez poussées et qui a essayé de rendre sa personnalité. Je pense que ça, c'est simplement dû à une sensibilité de la femme. Alors, c'est peut-être dû à un instinct maternel latent pour certaines d'entre nous, mais voilà, je pense que c'est simplement dû à une certaine sensibilité, je pense. Et à une certaine facilité pas facilité, mais je pense qu'on est beaucoup plus encline, peut-être, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. Peut-être que c'est une prédisposition pour plus tard pouvoir savoir ce dont souffre notre enfant, par exemple. Mais il y a quand même des hommes aussi qui écrivent un petit peu sur les personnalités elles-mêmes, hein. Il y a par exemple
un Français d'origine juive, qui s'appelle Marek Alter, qui a écrit un livre sur la reine de Saba et qui n'a pas du tout décrit la reine telle qu'on la voit, inaccessible, extrêmement belle et couronnée, etc., assez lointaine, assez distante, mais qui s'est vraiment intéressé à sa personnalité, à ce qu'elle ressentait. On a appris dans son livre que la reine de Saba chantait, qu'elle écrivait des poèmes, chose qu'on ne sait pas exactement quand on parle de la reine de Saba. Donc je pense que les hommes aussi le font aussi, mais peut-être que les femmes trouvent plus simple, pas plus simple, mais peut-être que les femmes aiment plus le faire, voilà. C'est peut-être une prédisposition à vouloir plus le faire parce que naturellement, peut-être, l'instinct maternel nous pousse dans cette voie, je pense.